Il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité de ce 22h. Sous la présidence du chef de l'État, s'est tenue ce matin la 13e séance du Conseil des ministres. Et on nouvelle à travers le monde avec l'inauguration du plus grand pont au monde qui relie Hong Kong à Macao. Bonsoir à tous. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 13e séance du Conseil des ministres où cette question était inscrite à l'ordre du jour. La secrétaire d'État aux affaires sociales a fait d'abord au Conseil un compte rendu sur les programmes sociaux réalisés ou engagés pour lutter contre la précarité et la pauvreté. Les seconds points discutés au cours de cette séance a porté sur la création des crèches et de garderies suivant la première partie du compte rendu fait par le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 13e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 octobre 2018. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne une communication faite par la secrétaire d'État aux affaires sociales sur les programmes sociaux développés dans le cadre de la lutte contre la précarité et la grande pauvreté. La politique sociale du gouvernement vise à répondre aux besoins des populations pauvres pour les aider à consolider leur capacité à faire face aux chocs divers et à fournir à nos populations les instruments progressifs de la dynamique du développement socio-culturel de la nation. La nouvelle stratégie nationale de protection SNPS 2018-2022, qui fonde la politique sociale sur un socle de droits reconnus, s'inscrit dans cette dynamique. Ces droits sont le droit à la sécurité alimentaire, la garantie de revenus pour les enfants, la garantie de revenus pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans l'incapacité de travailler, la garantie du service essentiel pour ceux qui sont dépourvus et temporairement ou définitivement de ces services en raison des accidents de la vie, accidents de travail, maladies professionnelles, licenciements techniques, etc. Ces droits comprennent des mesures d'accompagnement et des programmes de consolidation du capital humain et d'autonomisation des populations vivant dans l'assistance et qui seront donc mises en œuvre. En termes d'action sociale, le programme national de solidarité famille permet à 3 362 ménages, 17 482 individus environ, de bénéficier d'un transfert monétaire de 30 000 francs par ménage et par trimestre. Le programme de transfert monétaire via la téléphonie en zone urbaine pour 18 760 bénéficiaires, soit 72% à Balbala et 28% à Bolaos, sur la ville de Djibouti. Le projet de filets sociaux IMO a ciblé plus de 8 600 familles combinant un volet d'emploi à haute intensité de main-d'œuvre dans des travaux publics et un volet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile. Le programme d'assistance sociale de santé, PASS, plus connu sous l'acronyme de PASS, l'effectif réel des ménages bénéficiaires du PASS a atteint 17 069 personnes, soit 43 110 individus bénéficiaires répartis sur l'ensemble du territoire national en 2018. L'objectif de réduction de l'extrême pauvreté fixé par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans sa vision 2035, à savoir arriver au taux de 15% à cette date, est une réalité que le pays est en train de réaliser progressivement au vu de la division en deux du taux de pauvreté extrême entre 2012 et 2017. Soit ce taux de pauvreté extrême est passé de 40% à 20%. La deuxième question concerne un projet de loi portant institutionnalisation des crèches et des garderies. La petite enfance est une préoccupation majeure du gouvernement. Des politiques ambitieuses ont été mises en place par le passé, par l'État, pour démontrer l'importance que revêt la petite enfance en République de Djibouti. Le ministère de la Femme et de la Famille a élaboré une politique nationale intégrée de la petite enfance actualisée en 2008 et reprise par le plan d'action stratégique en 2011. Ce plan d'action a été évalué en 2017 et cette évaluation a abouti à l'élaboration de la politique nationale de l'enfance et d'une stratégie nationale de protection des enfants à besoins sociaux en mars 2018. Il faut rappeler que la petite enfance fait également partie des prérogatives du ministère de la Femme et de la Famille pour donner à l'enfant djiboutien un espace de socialisation, de stimulation et de développement de l'éveil. Il convient de souligner que la petite enfance
les enfants donc de moins de 6 ans, constituent une cible transversale dont la prise en charge holistique est intégrée et intégrée nécessite l'intervention de plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la santé, la nutrition, la protection, ainsi que l'eau et l'assainissement et le développement social et la stimulation. Le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur l'examen de plusieurs projets. Un projet de décret a été pris pour approuver les statuts de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Ensuite, le directeur de la CNSS a été remplacé. Madame Derra Ahmed Roblé a été nommée directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle occupait auparavant le poste de conseillère à la présidence chargée des secteurs sociaux. Un nouveau directeur de l'ANEFIP a été également nommé. Il s'agit de M. Mahmoud Omar Guélé. Et enfin, un nouvel agent comptable a été nommé à la CNSS et M. Hussein Ismail Adan a été nommé conseiller technique auprès du ministre du Travail. Suivant la seconde partie du compte rendu du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. La troisième question est relative à un projet de décret approuvant les statuts de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, plus connu donc sous l'acronyme SGTD-SA. Ce projet de décret a pour objet d'approuver les statuts de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, SA, société anonyme au capital social de 70 milliards 187 millions de francs Djibouti, détenue en totalité par l'État. Cette société, créée par le décret numéro 2018-87/présidence du 22 février 2018, s'est substituée à la société DCT-SA après la résiliation de la concession du terminal à conteneurs de Doralé afin d'assurer la continuité du service public de cette infrastructure stratégique. Les statuts proposés précisent notamment que la société est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés commerciales en République de Djibouti, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par la législation sur les sociétés d'État, que les ressources financières de la société sont donc des deniers publics, gérés selon les règles de la comptabilité privée. Il précise aussi que sont exclues de l'objet social de la société toutes les activités régaliennes de l'État ou de la compétence exclusive de l'État ou de l'autorité de régulation. Par ailleurs, ces statuts écartent toutes les incohérences contenues dans les statuts de l'ex-société concessionnaire du terminal à conteneurs en fixant que toute contestation susceptible de surgir pendant la durée de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la société et les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou relatives à l'interprétation ou l'exécution des dispositions statutaires, sont soumis à la juridiction des tribunaux compétents au lieu du siège social. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination d'une directrice générale, Mme Derra Ahmed Roblé, précédemment conseillère du président de la République, chargée des secteurs sociaux et nommée directrice de la CNSS. La cinquième question concerne également un projet de décret portant nomination de M. Mahmoud Omar Guelleh, qui lui est nommé directeur de l'ANEFIP. La sixième question est relative également à un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique. M. Hussein Ismail Adan est nommé conseiller technique auprès du ministre du Travail. La septième question concerne la nomination d'un agent comptable. M. Saïd Dabbar Houfane est nommé agent comptable de la CNSS. Et dans le reste de l'actualité, le ministre yéméni des Affaires étrangères, M. Khaled El-Yemeni, a eu ce matin plusieurs rencontres avec des membres du gouvernement djiboutien. Il a d'abord eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. M. El-Yemeni a été reçu avec l'ensemble des membres de la délégation qui l'accompagne. Le ministre des Affaires étrangères a souhaité donc la bienvenue au ministre et à sa délégation dans son second pays, Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, a également reçu le ministre des Affaires étrangères du Yémen, M. Khaled El-Yemeni.
ainsi que la délégation l'accompagnant. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté essentiellement sur la présence sur le sol djiboutien des milliers de Yéménites qui se sont installés à Djibouti ou ont trouvé refuge. Certains ayant développé des activités commerciales, les questions de leur séjour, de leur accueil ont également été abordées. Et le ministre yéménite des Affaires étrangères, M. Khaled Mohamed El-Yamani, a procédé ainsi à une visite à l'école yéménite de Djibouti qui compte actuellement plus de 800 étudiants, dont 200 étudiants réfugiés. À son arrivée à l'école, le chef de la diplomatie yéménite a été reçu par l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, M. Abdallah Ben Moursallam Al-Soukatri, le président du conseil d'administration de l'école, M. Meissara Mohamed Seif, et le directeur de l'école, M. Abdurraqib Mohamed Ali. À la première étape de la visite, le ministre des Affaires étrangères a entamé une tournée d'inspection pour certaines classes de l'école. Cette école, rappelons-le, a été créée en 1991 où il a été informé des services éducatifs fournis par cette école aux élèves des différentes étapes de la maternelle, du primaire, du collège et du secondaire. Le ministre a salué les efforts déployés par les responsables de cet établissement scolaire pour éduquer les jeunes générations, élargir leur horizon et développer leur expertise, ce qui en fait des acteurs qui contribueront à l'édification de la nation. Eh bien, le ministre yéménite des Affaires étrangères a exprimé son grand plaisir à visiter l'école yéménite de Djibouti dans le cadre de sa visite dans le pays. Et ce, afin de s'informer des conditions des étudiants du Yémen à Djibouti, déplacés qui ont eu la possibilité de continuer leur voyage scolaire éducatif grâce à la coopération entre l'école et le bureau régional de Ouami à Djibouti. Une importante cérémonie de signature a eu lieu hier au cabinet du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie entre la République de Djibouti et le représentant, le ministre des Finances, et monsieur le représentant sur l'accord de prêt destiné au financement des travaux de réhabilitation du corridor de Galafi avec un montant de 450 millions de dirhams saoudiens équivalent à 121 millions de dollars américains avec un taux d'intérêt allant de 1% remboursable en 30 années et une période de grâce de 10 ans. Ce projet prendra fin le 30 septembre 2021. Mon frère, Dr Abdrahman, qui représente aujourd'hui le Fonds saoudien pour la signature d'un projet très important pour la République de Djibouti. C'est la construction ou la reconstruction de la route de Galafi qui est dans une situation, dans un état de dégradation avancée compte tenu du volume de trafic supporté par cette route qui est très importante pour la République de Djibouti, mais qui est également importante pour toute la région en raison de son caractère stratégique dans le cadre de l'intégration économique régionale que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, de son gouvernement, sont en train de travailler pour permettre la performance de notre position géostratégique de Djibouti avec la performance de nos ports. Ce projet est un projet avec des conditions concessionnelles et c'est pour cela que nous souhaitons exprimer notre gratitude au Fonds saoudien et au Royaume d'Arabie Saoudite car c'est un montant d'environ 120 millions de dollars qui sera remboursé sur 30 ans avec 10 années de grâce et un taux de 1%. Ce sont des conditions que l'Arabie Saoudite et le Fonds saoudien a toujours offert pour la République de Djibouti pour rendre nos investissements beaucoup plus confortables.
Et dans notre dossier de ce 22h, nous allons voir le fonctionnement mais aussi le trafic sur la route nationale 1. C'est un magazine de la rédaction, regardez. La route nationale numéro 1 est une route de 211 km, traversant Djibouti-Ville et les régions de l'intérieur. Elle permet de relier la ville de Djibouti à la frontière de Galafi. Les camions éthiopiens de bus et minibus prennent cette voie pour se rendre dans le district de l'intérieur. La route numéro 1 devient la route la plus accidentée. Les conducteurs de voitures ne respectant pas le code de la route font un excès de vitesse, dépassement dangereux et refus de priorité. Et tout cela cause des accidents très graves. L'escadron de sécurité routier qui fait des contrôles sur cette route vient d'arrêter un bus qui a fait une infraction. Je suis un chauffeur de bus et j'ai dépassé la vitesse et j'ai fait l'objet d'une amende. Les gendarmes m'ont arrêté. Aujourd'hui, j'ai saisi cette opportunité pour prévenir les autres chauffeurs comme moi de veiller au respect de la vitesse autorisée. En 2017, il y a eu 205 accidents, dont 168 blessés, 23 personnes décédées. Du mois de janvier 2018 au mois d'août 2018, il y a eu au moins 128 accidents, 101 personnes blessées et 18 décès. Nous procédons au contrôle de la vitesse des véhicules qui font l'objet d'un dépassement. Nous disposons d'un appareil de contrôle qui nous indique la vitesse des véhicules. Nous faisons ce travail pour veiller à la sécurité et pour éviter d'éventuels accidents meurtriers. Le véhicule que vous voyez en tous est de passer la vitesse de 80 km à l'heure et feront l'objet d'une amende. Ce travail, nous le faisons tous les jours. Les dégagements de voies obstruées par le renversement des camions, les rétablissements de la circulation routière dans les meilleures conditions font partie des missions principales de l'escadron de la régularisation et des maintenus pendant 1 heure ou 2 heures durant l'obstruction. Toujours sur la route numéro 1, le camion qui a fait un dépassement dangereux s'est renversé. Et les gendarmes se sont mobilisés pour déplacer le camion. Malgré les efforts de l'escadron de sécurité routière, les conducteurs de voitures sont impatients et se passe une autre scène à côté. Ceci peut provoquer un accident volontaire. Accident qui m'a mis excès de vitesse, dépassement dangereux. On est sur la route numéro 1. La plupart des accidents qui surviennent sur cette route, c'est l'axe de vitesse et le dépassement dangereux. Là, vous voyez, ce camion est venu de Dekil, puis il a fait un dépassement. Il s'est mis sur la voie de l'autre voiture et le chauffeur était obligé de dériver le camion pour ne pas commettre l'accident. C'est l'impatience qui lui a fait pousser à faire ce dégât. Maintenant, on est en train de faire l'obstruction. Mais vous voyez l'embouteillage. Les Djiboutiens sont impatients et les conducteurs de camions éthiopiens ne connaissent pas la ligne continue et la ligne discontinue. Des fois, ça peut causer des accidents. Au moment des accidents, on libère la voie, puis on met le SMUR s'il y a des blessés. Et n'attend pas que les escadrons de sécurité routière ont conseillé et éduqué les conducteurs. L'escadron de sécurité routière mène un travail inlassable et prévoit une brigade à Mouloud et un poste de contrôle au carrefour d'Ali-Sébier qui sera réalisé 2019 selon l'agence des routes sous tutelle du ministère des Transports. Soyons vigilants et prudents afin d'éviter des accidents de route. Et le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur d'Allemagne à Djibouti, Mme Hanke Olsen. Lors de l'entretien, les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre la République de Djibouti et l'Allemagne. Des sujets d'intérêt commun ont été abordés durant cette rencontre. Les deux pays sont liés, rappelons-le, par une forte coopération, surtout dans le domaine militaire. Le renforcement des liens de coopération militaire ont été au centre de ces discussions entre l'ambassadrice d'Allemagne à Djibouti et le ministre de la Défense. Santé cette fois, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meoukié, a participé hier matin à la cérémonie officielle du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite à la polyclinique Iftin de Warabale.
En effet, le coup d'envoi de cette campagne nationale de vaccination de masse contre la poliomyélite a été donné en présence des représentants de plusieurs organismes internationaux tels que l'OMS et l'UNICEF qui soutiennent cette initiative, mais également en présence de l'OIM, le PAM et le HCR qui sont des partenaires stratégiques du département de la santé. Près de 120 000 enfants sont donc concernés par cette campagne de vaccination. Durant 4 jours, cette campagne nationale de porte-à-porte sera déployée à travers la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur et cible les enfants de 0 à 5 ans. Et dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meoukié, a indiqué que cette campagne préventive de vaccination de masse consistait en un rempart immunitaire contre les menaces de résurgence des cas de poliomyélite dans la sous-région, notamment en Somalie. La campagne consiste à pouvoir vacciner tous les enfants qui sont sur le territoire national de 0 à 5 ans. Donc j'exhorte tous les parents à être prêts à ouvrir les portes de leur maison, puisque les vaccinateurs passeront maison à maison, porte à porte. Tous ils doivent accueillir de la meilleure manière possible ces vaccinateurs. Il y aura sur la capitale le lancement aujourd'hui et demain le 5 à chef-lieu, et nous irons jusqu'à la frontière pour pouvoir réussir de la meilleure manière possible et vacciner 100% les enfants qui ont l'âge de 0 à 5 ans. Dans le cadre de la célébration de la semaine africaine du Code Africa Code Week, le MENFOP a organisé une série d'ateliers de formation sur le logiciel Scratch dans plusieurs établissements scolaires. Eh bien, ces formations permettent aux jeunes écoliers et collégiens âgés entre 8 à 11 ans de se familiariser à la programmation et à l'élaboration et à la maîtrise des codes informatiques. Plus généralement, cette initiative compte initier plus de 500 000 jeunes au cours de 10 prochaines années au rudiment de base de la programmation informatique à travers 36 pays d'Afrique. À faciliter l'apprentissage de la programmation informatique. Nous voulons en fait, par ces projets, former un futur citoyen qui ne soit pas seulement consommateur de produits informatiques, mais plutôt quelqu'un, un programmeur, un créateur dans le monde numérique de demain. Et c'est notre deuxième édition. Donc nous pensons par ces projets lancer l'initiative à coder, à aimer l'informatique. Nous allons aussi, d'après le Conseil des ministres, former des clubs informatiques dans différents établissements pour continuer ce projet pour que ça soit pérenne. Et clôture des travaux de la première conférence régionale sur le développement des énergies renouvelables, qui était donc important de léguer un héritage aux futures générations et qu'une forte volonté de partage d'une vision commune du bien-être de la planète serait la clé pour y arriver. Eh bien, à cet effet, plusieurs accords ont été paraphés. Il s'agit notamment d'un mémorandum d'entente entre la République de Djibouti et le Kenya, et la signature d'une déclaration d'intention dans le domaine du solaire entre Djibouti et l'ISA, et la signature d'une convention de partenariat entre l'EDD et l'Université de Djibouti, la signature d'un mémorandum d'entente entre l'ODEC et le cabinet pour la préparation d'un cadre et la signature d'un protocole d'entente entre l'ODEG et l'Université de Djibouti. Et pour plus ample explication, je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Les différentes sessions de cette conférence ont porté sur les sujets variés allant de l'évaluation des ressources énergétiques à leur exploitation, en passant bien évidemment par les modèles financiers et les modèles de financement en ces réformes pour les mettre en place
dans nos pays. Et je crois que ces différents chantiers institutionnels sont en cours à Djibouti. Je crois que nous devons donc redoubler d'efforts afin que tous ces projets se concrétisent et que notre indépendance énergétique soit effective. Une énergie indépendante, une énergie propre, une énergie exclusive pour la République de Djibouti. C'est le programme du ministère de l'Énergie, du gouvernement de la République de Djibouti, de la feuille de route tracée par le chef du gouvernement et président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Donc nous devons aller de l'avant. Nous devons saisir cette opportunité qui s'offre à nous, saisir cette opportunité auquel nos frères qui sont venus de tous nos pays, frères et lointains, sont là pour nous apporter leur expérience, leur expertise, leur connaissance et leur savoir. Et je crois que nous devons nous imprégner, nous devons apprendre, nous devons former nos jeunes Djiboutiens dans tous les métiers de l'énergie pour que demain, j'ai dit auparavant, une énergie indépendante pour Djibouti, mais une énergie aussi indépendante techniquement par rapport aux ressources humaines pour Djibouti. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a présidé hier après-midi un atelier sur l'étude des enfants de la rue dans la ville de Djibouti à l'Observatoire du genre. Eh bien, cette étude a été commanditée par le ministère de la Femme et de la Famille avec le soutien technique de l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, et le soutien financier de l'Union européenne. Au cours de 12 derniers mois, une enquête a été menée conjointement par la consultante nationale de l'OIM, Mme Amina Saïd Chiré, et la DISET a pris en charge l'enquête et l'analyse afin de dénombrer les enfants en situation de rue. Objectif de cet atelier est de diagnostiquer la situation de ces enfants et d'émettre des recommandations pour mettre en œuvre un plan d'action visant à améliorer leur bien-être et leur qualité de vie. Et prendre action assez rapidement. Donc je me joins vraiment à toute l'équipe pour vous féliciter d'abord. Je pense que cette étude est une étude qui ne va pas être, comme notre consultant international le disait récemment, une étude dans un tiroir, mais une étude qui va être utilisée assez rapidement pour prendre des actions et vraiment protéger ces enfants avec les partenaires qu'il faut. On a des organisations de la société civile qui sont aussi présents ici. Protéger ces enfants, appuyer le gouvernement aussi dans ses stratégies de protection de la petite enfance, de l'enfance en général. Et puis, bien sûr, réitérer l'appui que l'OIM peut vous apporter, Madame la Ministre, mais aussi au coordinateur sur la migration, sur cette problématique. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a dans son intervention rappelé les 4 points essentiels de cette étude que sont l'identification, la structure de la protection et préparer son insertion et enfin créer une plateforme édifiante. Nous écoutons la ministre. Sur la situation des enfants de rue, une étude qui a été lancée par le ministère de la Femme et de la Famille en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de l'OIM. Cette étude avait pour objectif de savoir le profil des enfants qui se trouvent dans la rue en République de Djibouti et leur lieu d'origine. D'accord ? Nous l'avons mené cette étude pendant 6 mois. Il en sort de cette étude que plus de 70% des enfants qui se trouvent dans la rue viennent des pays limitrophes, tels que le Yémen, la Somalie, l'Éthiopie. Découlent de cette étude des recommandations. Et ces recommandations, la première chose, c'est de pouvoir donner une identification à ces enfants-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir avoir des structures de protection. Car un enfant, sa place n'est pas dans la rue. Un enfant ne peut pas grandir dans la rue. Donc, il faut qu'il puisse avoir une structure de protection. Cette structure de protection lui permettra de faire un suivi pour sa santé, son éducation et sa formation. Ensuite, il est important de pouvoir préparer soit son insertion dans la société djiboutienne,
soit son retour au pays d'origine quand la situation le permet. C'est-à-dire le pays duquel il est venu, si la guerre est arrêtée, il faut préparer, prendre contact avec le pays d'origine pour pouvoir préparer son retour. Ensuite, ce qui est important et qui en ressort de cette étude, pour pouvoir être efficace dans l'action et apporter une réponse appropriée à cette problématique des enfants de la rue, il est nécessaire, indispensable de créer une plateforme de coordination et de collaboration. Et la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, était en visite officielle de 4 jours à Riyad, en Arabie Saoudite. Durant sa visite, la maire a eu une audience avec son Altesse le prince Faisal Ben Bander Ben Abdelaziz Saoud. Elle a également été reçue par le maire de Riyad, Dr Tariq Al-Fares, avec lequel la maire a discuté avec lui des opportunités de coopération bilatérale entre les deux capitales, ainsi que les échanges d'expériences et de jumelage entre Djibouti et Riyad. Notre ambassadeur au Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diadine Saïd Bamkhrama, a également participé à ces rencontres. Et aussitôt après sa visite auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, a rencontré ce matin une délégation du Fonds saoudien qui séjourne actuellement à Djibouti. Eh bien, la maire a effectué avec cette délégation saoudienne une visite de terrain auquel elle leur a montré les différents projets auxquels la mairie de Djibouti veut concrétiser sur le plan des sites de la capitale. Et les travaux d'une coopération, de conférence et de débat des maires francophones se sont ouverts ce matin par le secrétaire général du ministère délégué chargé de la décentralisation. Une réunion de maires francophones s'est tenue à l'hôtel Les Acacias en présence de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, M. Pierre Bailey. Au cours de cette rencontre, le comité a présenté une synthèse des activités et a adopté un agenda jusqu'en février 2019 avec une présentation des modalités de réalisation des activités et des projets en cours. De nous retrouver ici à Djibouti à l'occasion de cette Assemblée Générale. C'est toujours un moment important dans la vie d'une manifestation et j'ai tenu à être présent car partout où je me retrouve, où je me tourne, je n'entends que des propos encourageants, madame, sur votre gouvernance de Djibouti et des félicitations sur votre... Écoutons à présent l'intervention du secrétaire général de la décentralisation. J'ai l'honneur d'ouvrir les panels d'échange et de partage d'expériences qui s'inscrivent dans le cadre de la décentralisation, dans le cadre de la première Assemblée générale de l'honorable Association nationale des collectivités locales et d'exprimer ainsi mes sincères félicitations à tous ses adhérents. Permettez-moi de relever d'emblée la création du ministère délégué chargé de la décentralisation, tout comme l'institution des collectivités territoriales s'inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Ceci ayant pour finalité le développement économique à travers l'implication des populations dans la gestion de leurs propres affaires, la répartition équitable de richesses nationales entre les citoyens, le développement équilibré des régions et l'épanouissement de la démocratie locale. Nous tenons à saisir cette occasion pour rappeler que le ministère délégué chargé de la décentralisation a pour mission de concevoir et d'exécuter le processus de mise en œuvre de la politique de l'État en matière de la décentralisation et de la déconcentration. N'a ménagé aucun effort pour garantir le succès du processus, comme en témoigne l'amélioration du cadre juridique et le lancement de la décentralisation fiscale.
Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous, bonsoir à vous. Et nous allons parler avec vous de la présidentielle au Cameroun, notamment les partisans de Paul Biya qui célèbrent sa réélection. Effectivement, Ferdous, au Cameroun, les partisans du président Paul Biya ont célébré aujourd'hui sa réélection pour un nouveau mandat de 7 ans, malgré les allégations de fraude formulées par l'opposition. Les militants du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sont descendus dans les rues de la capitale, tout en formulant le vœu de voir cette victoire consolidée avec l'unité du pays, malgré les problèmes de sécurité. Paul Biya est le garant de la paix, ont-ils dit, du succès, de la prospérité et du vivre ensemble, parce qu'il n'encourage pas ceux qui disent que ceux du Nord et ne peuvent pas parler à ceux du Sud. Ceux de l'Ouest devraient être contre ceux de l'Est, ont-ils déclaré. Je suis plein d'émotions, a-t-il déclaré, cette femme, et de joie parce que le RPDC a gagné. Mais nous resterons camerounais parce que nous devons vivre ensemble, une victoire ou une défaite, nous devons rester ensemble. Et pour terminer, nous allons en Chine où le président chinois Xi Jinping a annoncé l'ouverture du plus grand pont, un pont gigantesque si l'on peut dire, qui reliera Hong Kong à Macao. Effectivement, Ferdous, le président chinois Xi Jinping a inauguré aujourd'hui le plus grand pont maritime du monde, ouvrage colossal reliant Hong Kong, Macao et la Chine continentale. Je déclare officiellement ouvert le pont Hong Kong-Zhou à Macao, a déclaré le président chinois dans une très brève déclaration, comme vous le voyez sur ces images. Déclaration lors d'une cérémonie de la ville chinoise à Zhuhai, avant qu'un écran géant ne diffuse derrière lui un montage vidéo figurant les deux artifices sur le gigantesque pont. Cette infrastructure d'un total de 55 km alterne un long pont en autoroute serpentant au-dessus des eaux, de delta, de la rivière des Perles et d'un tunnel sous-marin. Elle permet aussi un moyen, notamment des îles artificielles et d'échangeurs gigantesques déconnectés, Ferdous, à l'île hongkongaise de Lantau avec l'Est et l'Ouest, l'ancien comptoir portugais Macao et la ville Zhuhai dans la province de Guangdong. Le trajet de Hong Kong ou Zhuhai est réduit à 30 minutes contre 3 heures actuellement. Merci Samatar, merci à la régie, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.